Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette présentation dans le cadre donc, de l'EC 232.2 autour de l'ingénierie, durabilité et des dispositifs de formation agricole et rurale. Je vous propose dans cette vidéo d'accompagner le diaporama que vous trouverez aussi sur la plateforme, mais sans les commentaires particuliers et sans cette présentation, euh, dans laquelle on va essayer de reprendre un petit peu, de définir les mots qu'on utilise souvent autour de cette unité d'enseignement, mais aussi dans l'ensemble du master et dans l'ensemble de vos métiers. Alors, il s'agit des mots suivants, notamment les questions d'intervention. Il me semblait important, puisque la formation c'est un dispositif d'intervention, de revenir un petit peu sur cette notion d'intervention. Évidemment, on essaiera de définir ce qu'est la formation. Et puisqu'on parle aussi beaucoup de dispositifs dans ce module, revenir un petit peu sur ce concept de dispositif. Alors, on commence par la question d'intervention. La formation, hein, je vous l'ai dit, est une modalité d'intervention. On entend par intervention toute action qui viserait à amener un individu, un collectif, une organisation à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait seul, ou qu'il aurait fait de façon différente sans le concours de celle-ci. Donc il y a bien une intention, un acte délibéré, un acte organisé qui vise à transformer, à agir sur des processus en cours. La formation est une modalité d'intervention, donc nous y reviendrons, mais ce n'est pas la seule. Et dans vos métiers, dans la réalité de la formation agricole et rurale, le travail des ONG, le travail des institutions, on voit qu'il y a d'autres formes d'intervention, sans hiérarchie, hein, sans jugement de valeur, évidemment, qui peuvent être utilisées, notamment le conseil. On voit beaucoup d'instituts techniques. Alors, en France, on appelle ça des chambres consulaires, des représentants de la profession, des syndicats de profession, qui vont pouvoir mener du conseil. À travers le conseil, on a une dimension technique. Plus souvent, hein, on a une logique qui est vraiment une logique professionnelle et qui est liée à des métiers. On peut aussi avoir d'autres formes d'intervention qu'on va qualifier d'accompagnement. J'ai mis ici deux, trois exemples, hein, ce que vous avez autour des tutorats, autour du coaching, autour de l'intervention des pairs et le rôle des pairs dans l'accompagnement. On voit dans cette notion d'accompagnement une dimension plus relationnelle, elle peut être technique aussi, hein, mais on voit bien ici aussi qu'on va être sur des idées de cheminement, se joindre à quelqu'un, aller avec quelqu'un, et être plus sur des dimensions personnelles, sur des questions de valeur, sur l'identité, sur de la posture, sur des compétences. Mais ça n'exclut pas évidemment un accompagnement aussi technique. Et ces modalités d'intervention peuvent donner lieu à différents supports. Évidemment la formation, hein, telle qu'on vient de l'évoquer, la formation, on reviendra sur le mot formel après. Ça peut être aussi autre chose que de la formation, évidemment. Dans l'intervention, il peut y avoir des études, il peut y avoir des rapports, ça peut être tout simplement des conférences, des séminaires, etc. Pour l'anecdote, effectivement, ce master MIFAR, c'est bien un dispositif d'intervention, c'est aussi une formation, même si, effectivement, on peut regretter qu'elle ait une faible intensité relationnelle et une faible proximité relationnelle. Bon, ça, c'est pour le regret qu'on peut avoir avec ces modalités asynchrones, mais voilà, c'était difficile de faire autrement. Quelques mots sur la formation. Donc maintenant, alors autour de la formation, il y a un triptyque qui, a souvent, qui est encore beaucoup utilisé, hein, qui est le triptyque formation formelle, ou plutôt on utilisera éducation, ou encore mieux apprentissage formel, informel, non formel. Alors, il me semblait important de revenir un petit peu sur ces notions-là, ne serait-ce que pour montrer que c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus opérant, donc on peut l'utiliser, mais savoir que c'est contesté et qu'il y a peut-être d'autres manières d'aborder la question des apprentissages et a fortiori de la formation. En premier lieu, donc, on va avoir des apprentissages qu'on va appeler les apprentissages formels ou l'éducation formelle ou la formation formelle, qui est un enseignement qui va être organisé, qui va être dispensé la plupart du temps à l'école. On entend école, mais ça peut être aussi un autre contexte organisé, un établissement de formation.
En ce qui nous concerne, c'est intéressant de savoir qu'il peut y avoir une forme d'éducation formelle dans des établissements de formation. Ça peut être aussi dans le lieu de travail, dès lors que c'est organisé et que c'est explicitement désigné comme un apprentissage en termes d'objectifs, en termes de temps, en termes de ressources. L'apprentissage formel est intentionnel de la part de l'apprenant, mais aussi de l'institution, on l'a dit, puisque c'est un enseignement organisé. Et c'est intéressant aussi de noter ça débouche généralement sur de la validation et de la certification de cet apprentissage et de cette éducation. Pour ce qui est de l'apprentissage non formel ou de l'éducation non formelle, ça peut être un sujet en particulier. On est rarement sur des questions de diplôme autour de l'apprentissage non formel. Ça peut être à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'extérieur. C'est intégré dans des activités planifiées qui ne sont pas explicitement désignées comme activités d'apprentissage. Donc, au départ, on est sur des activités de cours, de planification, d'organisation, mais qui n'ont pas spécialement vocation à être des apprentissages en termes d'objectifs, en termes de temps, en termes de ressources. Ça comporte un élément important d'apprentissage, et évidemment, même si ce n'est pas une finalité première. L'apprentissage non formel est intentionnel de la part de l'apprenant. Alors ça nécessite peut-être quelques exemples ou quelques précisions. On prendra par exemple un cours de théâtre, un cours de sport, en dehors de la formation scolaire, des leçons de sport, on va dire. Il y a souvent une visée éducative, pas spécialement en termes d'apprentissage, mais plutôt éducative. Tout ce qui est autour du pérééducatif, excusez-moi, j'ai une petite faute là, dans le pérééducatif. Évidemment, tout ce qui tourne autour de l'éducation populaire peut rentrer dans cette dimension de l'éducation non formelle, non validée par des diplômes, non validée par des certifications. Et là, on voit bien le champ de l'éducation par les associations. C'est vrai aussi dans nos secteurs, là, va rentrer la plupart du temps dans ce champ de l'éducation non formelle. Un cours de musique, c'est la même chose, par exemple, parce que le mot musique était aussi présent ici. Enfin, pour les apprentissages informels ou l'éducation informelle, on a un apprentissage qui va découler d'activités de la vie quotidienne, liées au travail, liées à la famille, liées au loisir. Il n'est ni organisé, ni structuré en termes d'objectifs, en termes de temps, en termes de ressources. La plupart du temps, cet apprentissage informel a un caractère non intentionnel de la part de l'apprenant. On n'a pas l'intention d'apprendre, mais finalement, on apprend quand même, il y a quand même une forme d'éducation. Là aussi, quelques précisions, quelques éléments pour déterminer à ce à quoi ça peut renvoyer, même si on va y revenir. Et là, on y trouve quand même beaucoup de choses, et ça fera partie des éléments qu'on va analyser ensuite. Tout ce qui va être autour de la socialisation peut rentrer dans l'éducation ou les apprentissages informels. On apprend de manière inconsciente, de plus jeune âge, l'intégration des valeurs, des postures, des habitus, dirait Bourdieu. Voilà. Ça, c'est de l'ordre de la socialisation. Donc la famille, évidemment, est un vecteur important d'éducation informelle. On pourrait discuter, mais c'en est un. Tout ce qui va être évidemment l'action, l'implication des médias dans les apprentissages informels, même des pairs, du voisinage, des relations. J'ai mis Agora, mais pour bien préciser que la notion de collectif, de village, peut avoir un rôle à jouer dans les apprentissages informels. Dans l'entreprise aussi, ou dans les structures aussi, il va y avoir de nombreux moments d'éducation dite informelle, tout ce qui peut tourner autour des apprentissages expérientiels, des apprentissages dits implicites, autonomes, on y reviendra un petit peu. Ces questions d'éducation permanente, en France on a un système de validation des acquis et de l'expérience. On est complètement dans ce champ d'éducation informelle, formation entre pairs, échange de pratiques, voilà. Donc un champ qui on le voit assez dense finalement. De nombreuses situations peuvent entrer dans le champ d'éducation informelle.
Donc ça nécessite de préciser un petit peu, et finalement on a eu des tentatives dans la littérature scientifique hein, de préciser un petit peu ces choses-là, notamment Chougourenski en 2007, qui va distinguer trois types d'apprentissage informel en fonction donc de cette fameuse intentionnalité et de la conscience qu'a l'apprenant dans le fait d'apprendre. Donc on a la socialisation, on y revient, qui va être un apprentissage tacite des valeurs, des normes d'une société, à commencer par la famille, mais une société plus large. Je vous renvoie à Durkheim et Bourdieu hein, pour plus d'éléments autour de ces questions de socialisation et d'apprentissage informel. Vous allez avoir donc l'apprentissage fortuit, qui est non intentionnel, qui est le coproduit d'une autre activité. J'apprends sans faire exprès, on va dire. Et enfin, l'apprentissage autodirigé, qui est un projet éducatif, entrepris seul, ou en tout cas sans l'aide d'un média qui va avoir cette intentionnalité et cette organisation des apprentissages, sans l'aide d'un professeur, entre guillemets. Euh, donc je le disais un peu plus tôt, c'est ce triptyque-là, cette façon de voir les choses est contestée et ça a un peu évolué, même si on utilise toujours un petit peu ce triptyque-là. Quelques éléments qui montrent que c'est pas très opérant, ça a en tout cas une opérationnalité très limitée dans le cadre de ce qui nous intéresse, la formation professionnelle, qui est quand même le cœur de nos métiers. Alors plusieurs critiques, à commencer par celle-ci. Définir un modèle d'apprentissage par sa modalité, savoir si c'est formel, informel, non formel, ça n'aide pas spécialement à le comprendre. Ça n'en définit pas non plus l'intention ni la portée. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre? Ça n'aide pas à savoir. Donc ça le caractérise tout au plus, encore que, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, en particulier pour l'éducation informelle. L'informel est défini, dans la littérature en tout cas, par référence implicite au modèle scolaire qui lui est formel. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de hiérarchie, le modèle formel et ensuite le modèle informel, donc comme une forme de sous-promesse ou de sous-catégorie de l'éducation formelle. Alors, si on se réfère à certains auteurs, notamment Billet en 2002, il y a une forme de jugement de valeur autour de cette hiérarchisation formelle-informelle. La sphère formelle n'intègre pas toutes les activités mises en œuvre, et en particulier pour la formation agricole et rurale. Notamment, on a évoqué tout à l'heure les questions de conseil, d'accompagnement, de formation non qualifiante. Tout ça, si on s'arrête à la stricte définition qu'on a posée tout à l'heure, ça ne rentre pas dans le sphère de l'éducation ou de la formation formelle. Ce qui pose question dans des logiques, par ailleurs, de recherche d'institutionnalisation, sur lesquelles on reviendra dans le cadre de ce cours, et de mise à l'échelle. Donc, certifier ou faire certifier ou faire reconnaître des qualifications qui ne sont pas de la sphère formelle, ça peut poser souci. La sphère informelle va regrouper des apprentissages qui sont pourtant significatifs. On l'a vu tout à l'heure, hein, apprentissage expérientiel, apprentissage entre pairs, VAE, auto-learning. Ce sont des moments et des éléments importants d'apprentissage, même si on ne peut pas les quantifier, même si on ne peut pas en évaluer la portée, même si ce n'est pas formel et formalisé, ça reste des apprentissages significatifs sur lesquels d'ailleurs les chercheurs se penchent et ont du mal, compte tenu de la nébuleuse autour de ces mots-là, à extraire un petit peu les éléments importants. Donc comme je viens de le dire, c'est une activité qui est difficile à évaluer, à quantifier et à valoriser, en particulier au sens de la certification. Alors, ce triptyque a un peu évolué et ce qui ressort de l'histoire récente de ces sujets-là, c'est qu'il y a quand même une vision un peu plus opérante lorsqu'on considère l'idée d'un continuum des apprentissages. Non pas essayer de rentrer dans les cases formelles, informelles, non formelles et d'étudier laquelle est le plus efficace, pourquoi, comment. Il y a tellement de modalités que c'en est, et la littérature le montre, compliqué. Plutôt partir de l'idée qu'il y a
ce continuum et que il est peut-être plus intéressant de s'interroger sur un certain nombre de modalités pour formaliser ou aider à, en tout cas, euh, formaliser sa propre intention de formation plutôt que de chercher à catégoriser. Ce continuum des apprentissages permet de sortir de la logique formelle qui serait scolaire, sous-tendue, enfin prétendument plus importante, et informelle qui serait le reste et prétendument secondaire. Ça permettrait aussi de réfléchir à des modalités d'apprentissage qu'on peut mettre en œuvre pour s'adapter à toutes les situations singulières, comme vous le voyez sur le petit graphique à droite. Euh, on a des éléments plus ou moins formels, plus ou moins informels, qu'il peut être intéressant de regarder de près, de réfléchir, dans le cadre des organisations de formation dans lesquelles vous êtes, pour s'adapter à des éléments de contexte, à des situations particulières. Plutôt que de savoir si ça doit être certifié, pas certifié, et avant d'en arriver à ces questionnements-là, savoir si c'est formel ou informel ou non formel, s'interroger sur les objectifs, l'intentionnalité, le lieu, le type de structure, etc. Ça permet de mieux répondre aux enjeux d'une formation tout au long de la vie, puisqu'on le sait que le champ de l'éducation formelle est très associé, on l'a dit tout à l'heure, au champ de la formation scolaire, primaire, initiale. Et ça permet de réfléchir aux modalités qu'on peut utiliser pour essayer de les formaliser un peu plus. Alors, c'est assez étonnant de voir effectivement que l'intérêt que ça peut avoir de penser en continuum permet de réfléchir à des choses finalement évaluées comme plus informelles, et le fait de les mettre en questionnement, évidemment, aide à les formaliser, donc aide à les rendre, on va dire, plus formels. Alors, s'il faut retenir une définition de la formation, autour de tout ce qu'on vient d'évoquer, ça réunirait les conditions suivantes. Une action de formation concourt au développement des compétences professionnelles. Ça permet d'atteindre un objectif, donc un objectif qui a été fixé par une institution, par une structure de formation, qui a un objectif éducatif et ou professionnel. L'action de formation doit être organisée selon un parcours pédagogique qui est présenté à l'apprenant, donc où il y a une communication, une information sur les activités pédagogiques, et le sens qu'on donne, l'intention qu'on donne, doit proposer une assistance et un accompagnement pédagogique, et doit prévoir une évaluation qui jalonne ou conclut l'action de formation. Enfin, donc, pour terminer cette présentation sur la notion de dispositif, vous le savez, le nom du module est ingénierie et durabilité des dispositifs de formation agricole et rurale, donc il semblait important à un moment donné quand même de définir cette notion de dispositif. Alors c'est un mot très employé, très dans l'air du temps, dispositif d'évaluation, dispositif de formation, dispositif qualité, un mot qu'on trouve beaucoup dans la parole politique publique et dans la littérature, dans les médias. C'est un concept assez nouveau qui date des années 80, qui désigne les lieux et méthodes et l'ensemble fonctionnel des acteurs et des moyens mobilisés en vue d'un objectif. Là, c'est une définition large et pas spécifiquement liée à un dispositif de formation. Ce dispositif vient en remplacement de d'autres termes qu'on employait avant, qui étaient les termes de structure, en particulier structure de formation, et système, et en particulier système de formation, un mot que vous avez peut-être entendu et ou que vous continuez peut-être d'utiliser. Alors c'est pas juste une histoire de mots, c'est pas juste une histoire sémantique, et c'est pas juste une histoire de mode ou de tendance. Il y a bien là aussi une intention et un sens derrière les mots. Je vous renvoie à l'ouvrage de Brigitte Albero autour de ces questions de dispositifs. C'est dans cet ouvrage, la formation en tant que dispositif, que j'ai puisé ces éléments-là. Le mot structure, donc, pour refaire un peu l'historique, premier mot qui a été utilisé, qui s'est transformé petit à petit en notion de dispositif. Structure, ça renvoie à architecture. L'architecture des hiérarchies
notamment dans le domaine de la formation. On le verra après avec l'exemple que je vous donne ici. L'architecture des relations entre les éléments d'une entité ou d'un ensemble, et l'architecture des règles qui gouvernent ces hiérarchies et ces relations. Alors en formation, ça met en avant quand même beaucoup cette prédominance d'un cadre institutionnel, d'une organisation académique, de cursus, et on voit bien ici qu'on est dans une réponse un peu hiérarchisée, de forme organigramme d'acteurs. Voilà. Structure, ça renvoie quand même à une dimension très statique qui ne prend pas beaucoup en compte les dynamiques. Alors, vous reconnaîtrez tous, et à travers les éléments que je viens d'évoquer, un exemple qui est souvent mis en avant par les médias en France. On reconnaît ici, par exemple, la structure du système scolaire français, ce que Claude Allègre appelait le mammouth. On renvoie bien ici à des questions d'ordre structurel, architecturaux, statiques. C'est la raison pour laquelle ça ne prend pas en compte toute la réalité de ce que peut être une dynamique de formation. Donc, on s'est ensuite attardé sur des questions plutôt de système, en particulier, et aussi système de formation. Le système renvoie à une organisation structurée qui va accorder son attention à la dynamique des relations et des interactions entre acteurs, mais aussi dans le système. On a ici une vision plus holistique des choses, plus systémique évidemment. Vous reconnaîtrez tous les éléments de l'analyse systémique ici. Je vous renvoie à Crozier, l'acteur et le système notamment, qui aborde largement toutes ces questions-là. Et dans cette vision plus holistique, vous reconnaîtrez effectivement que on va s'intéresser davantage dans un système à ce qui peut faire régulation, à la fois individuelle, à la fois collective, et avec l'idée que la régulation collective est supérieure à ce que pourrait donner une combinaison de régulation individuelle. Et qu'il y a bien quelque chose de supra, d'au-dessus les acteurs, on va dire, qui fait système. Et dans une approche systémique, on a aussi des modalités d'autorégulation. Alors tout ne vient pas du niveau hiérarchique, du niveau structurel, si je fais référence au terme structure d'avant. Alors en formation, ça met en avant les questions d'environnement. Et là, au sein de la formation agricole et rurale, au sein de vos métiers, vous voyez bien à quel point l'environnement conditionne vos actions de formation, conditionne les dispositifs d'intervention que vous pouvez porter, et donc conditionne aussi l'organisation spatiale, l'organisation sociale qu'on peut mettre en place. La composante ingénierique, qui est aussi née de l'usage de ce mot de système, elle va ajouter les méthodes et les moyens pour rationaliser toutes les activités. Donc on a un système en plus qui est avec une organisation particulière, une ingénierie particulière. Et alors ça reste malgré tout une approche mécaniste qui peut nuire finalement à son adaptation et son développement. Voilà, une approche un petit peu organisation, méthode, moyens, rationalisation des activités. Et c'est la raison pour laquelle on en est arrivé à la notion de dispositif. L'emploi du concept de dispositif introduit une connotation militaire au départ, qui va renvoyer à l'agencement technique et à la mise en œuvre stratégique de moyens rationnels en vue d'un objectif précis. La notion de dispositif renforce la dimension ingénierique dont on a parlé précédemment dans la définition système. Lorsqu'on emploie ce concept-là de dispositif initialement militaire à la formation, ça met en valeur l'interrelation entre l'offre et les usages, et en particulier entre les interventions prévues par l'institution par exemple, et les comportements effectifs. On voit bien ici qu'on reprend quand même à l'analyse systémique cet effet de boucle de rétroaction systémique, cet effet de feedback, mais qui est très présent dans le concept de dispositif ici.
qui est vraiment là aussi beaucoup sur les dynamiques et l'interrelation. Il ressort les caractéristiques suivantes d'un dispositif, en particulier de formation. C'est une conception rationnelle finalisée. Je vous renvoie ici aux travaux de Max Weber, un sociologue, sur ces questions de finalité rationnelle par rapport à un but. Là, on est complètement dans cette approche-là. On a une intention, c'est rationnel, c'est organisé, il y a une finalité, donc on s'organise. C'est une combinaison, on vient de le dire, adaptée de moyens matériels, de moyens humains, qui peuvent être hétérogènes, mais en tout cas, c'est toujours cohérent. Là aussi, ça vise toujours une finalité qui a été conscientisée. Dans un dispositif, on a une capacité à s'adapter aux circonstances, et c'est là aussi de manière organisée, et on a une capacité d'auto-organisation régulatrice. Ces quatre caractéristiques, finalement, on renvoie et à l'approche mécanique, structurelle qu'on avait au tout départ. Ça renvoie, les deux premiers éléments, on voit bien qu'on renvoie aux questions de structure. Et les deux derniers éléments, les deux dernières caractéristiques, renvoient plutôt à l'analyse systémique. Donc une notion qui se veut un peu finalement la synthèse des approches de système et de structure qu'on a pu voir précédemment. Alors, je ne pouvais pas parler de dispositif sans mentionner Foucault, quand même, qui dans ses ouvrages a montré un petit peu les limites, en tout cas les dérives possibles de cette notion de dispositif, en particulier dans ses ouvrages de dispositif social. Il met en avant donc que le dispositif c'est un instrument stratégique, inscrit dans des jeux de relations et évidemment dans des jeux de pouvoir. Dans cette intention dont on a parlé précédemment, dans cette recherche de finalité, il y a une forme de mise en ordre, de normalisation. On veut organiser les choses de telle sorte qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est organisé de manière parfois implicite. Les objectifs sont, dit Foucault, préinscrits, avec une planification des actions dans l'espace, dans le temps. Donc, vous voyez, l'intention, elle est très déterminée. Ça va cadrer avec des situations, des relations et un discours qui va avec, et parfois donc des usages d'artefacts, des situations qui ont été fabriquées par l'homme, des actions, des dispositifs qui ont été fabriqués par l'homme, qui ne sont pas des dispositifs naturels, qui sont pensés pour, on va dire. Et tout ça, on le voit bien, si on le détourne de sa finalité première, notamment la formation, ça peut devenir un objet d'assujettissement. Ça peut devenir, ça c'est pas moi qui vous le dis ainsi, c'est bien une critique qui est posée par Foucault, ça peut devenir une technologie du pouvoir au service d'un processus de domination. Donc intéressant quand même de voir les aspects critiques et les limites que peuvent avoir ces fameux dispositifs, ou cette intentionnalité organisée, pensée, conscientisée, au service effectivement non plus de la formation mais d'une idéologie par exemple. Donc ça pose quand même, pour terminer, les questions des modalités de gouvernance, qui détermine, qui choisit, qui contrôle, qui évalue ce qu'on fait, ce qu'on forme, ce à quoi on veut tendre. Donc ça, ce sont des questions que je vous renvoie, que renvoie Foucault en tout cas, et qui peuvent être intéressantes à poser lorsqu'on est dans un dispositif de formation. C'est un élément d'évaluation à prendre en compte.